Notre planète n'est pas à l'abri d'une apocalypse nucléaire et sans le savoir, nous sommes peut-être plus proches que jamais d'une guerre nucléaire. On en parle avec l'ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuy, l'invité du Grand Angle. Bonjour Jean-Pierre Dupuy. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes ingénieur, multidiplômé, vous avez fait des maths, de la physique, de l'économie, avant d'enseigner la philosophie à l'école polytechnique. Et vous êtes aujourd'hui notamment professeur à l'université Stanford, c'est au cœur de la Silicon Valley en Californie. Et vous venez donc de publier « La guerre ne peut pas avoir lieu », un essai de métaphysique nucléaire aux éditions Dessler de Breuer. Un livre alors à la fois passionnant et un peu flippant, puisque vous nous donnez à réfléchir sur le risque d'une guerre nucléaire et surtout sur l'efficacité de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. On croyait que depuis 1945, après les deux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, que la guerre nucléaire était une telle abomination morale qu'elle n'aurait jamais lieu. Mais vous n'en êtes pas si sûr, Jean-Pierre Dupuy. Cette idée que parce que l'arme nucléaire est extrêmement puissante, personne ne l'utilisera, c'est une idée stupide par excellence. Et vous savez qui le dit? Qui l'a dit en 1990? Donald Trump. Ouais. Hein, je commence mon livre par une citation de Donald Trump, publiée dans le magazine Playboy, où il dit « J'ai toujours pensé au risque de guerre nucléaire. Il y a ceux qui disent que ce risque n'existe pas parce que l'arme est très puissante. C'est du bullshit en bon anglais, c'est-à-dire donc c'est pas parce qu'elles ont, c'est pas parce qu'elles ont un pouvoir de destruction énorme qu'on ne va pas les utiliser. C'est ce qu'il dit. Mais, bien sûr, mais ça c'est l'argument qui fait que nous dormons tranquilles sur notre riz. Enfin, parce qu'on se dit c'est trop horrible. Oui, bien sûr, mais alors il y a une autre idée aussi qui fait qu'on dort bien, tranquille, et qu'on ne croit pas à ce risque de guerre nucléaire. C'est l'idée que d'où ça pourrait venir, qui pourrait avoir envie de faire cela. Ni Kennedy, ni Khrouchtchev pendant la crise des missiles de Cuba en 1962 ne voulaient la guerre véritablement. Bon, ils sont passés à tout près. C'est vrai qu'il y a eu, vous en parlez, il y a eu plein de fausses alertes encore dernièrement, en janvier 2018, à Hawaï. Exactement. On est passé tout près. On est passé tout près, c'est-à-dire que pendant 36 minutes, je ne sais plus exactement, les habitants et les touristes qui étaient sur Hawaï, sur l'archipel, ont cru que des missiles nord-coréens arrivaient sur Hawaï, qui est territoire américain. Bien sûr. Voilà. Et donc... bien sûr, c'était une fausse alerte, mais... Il y a une réflexion qui a été faite par un de mes collègues de Stanford, qui est le William Perry, qui fut le secrétaire à la défense du président Clinton. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Qui est de dire, aujourd'hui, il ne faut plus faire la différence entre les fausses alertes et les vraies alertes. Pourquoi? Parce que si ça avait été ça avait été une vraie alerte, les missiles arrivaient et c'était le début d'une guerre, bien sûr. Si c'était une fausse alerte, mais faite non pas par un civil, comme ça a été le cas, mais par un militaire, eh bien, le président américain n'avait que le choix de lancer ses propres missiles sans attendre que les missiles ennemis arrivent. Donc vous n'y croyez pas à la dissuasion nucléaire. Cette fameuse dissuasion nucléaire, pour vous, elle n'est pas efficace. Alors, je pose la question de son efficacité et de sa moralité dans ce livre. C'est mon but, d'ailleurs. Bon. Alors, il y a un argument qu'il faut également écarter parce que stupide. C'est l'argument qu'on cesse à dire. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire depuis 1945. C'est ce que tout le monde dit. La preuve de dissuasion est efficace. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Alors ça, moi, je pense à l'histoire qu'on dit belge, mais les meilleures histoires belges sont dues à des Belges eux-mêmes. Bon, attention à ce que vous dites, parce que je suis belge. Donc... alors parfait. Alors, écoutez, vous allez voir, elle est très bonne, celle-là. C'est le gars qui, dans son train qui le mène tous les jours à son travail, dans son train de banlieue, lance de la poudre par vous en parlez vitrine. Dans le bouquin, Bon. Et quelqu'un lui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais c'est une poudre chasse-éléphant pour faire qu'il n'y ait plus... Enfin, monsieur, il n'y a pas d'éléphant sur cette voie. Mais voyez qu'elle marche, ma poudre. Bon, c'est ce qu'en philosophie, on appelle un argument post hoc, ergo propter hoc. C'est-à-dire que ça vient après, donc c'est causé par... Bon, c'est complètement stupide. Mais vous pensez que le risque d'une guerre nucléaire est plus élevé aujourd'hui que, par exemple, pendant la guerre froide? Oui, alors, à vrai dire, c'est pas moi qui le dis. Enfin, je le répète, mais j'ai des citations. C'est certains des meilleurs experts du domaine, et en particulier ceux qui sont à côté de moi à Stanford, mes collègues. J'ai cité William Perry, mais il y en a bien d'autres, qui pensent effectivement... Pourquoi ils pensent ça aujourd'hui? Pourquoi ils pensent ça?
Pourquoi il pense ça? À vrai dire, le risque a toujours eu lieu, même pendant les périodes d'apparente tranquillité, etc. Il a toujours été là potentiellement. Disons que la probabilité d'une guerre nucléaire dépend de deux choses. La présence même, mais ça, elle est constante, de l'arme nucléaire que possèdent 7 ou 8 pays, ou 9. Donc ça, les armes, elles existent. Et les armes, elles existent, c'est une permanence. Et les relations d'inimitié entre les pays. Bon, alors, par exemple, est-ce que le duo entre Kim Jong-un, le Nord-Coréen, et Donald Trump vous inquiète? Oui, alors ce duel plutôt a ressemblé vraiment à une farce. Hein. C'était l'été 2017. J'étais justement en Californie auprès des gens dont je parlais, là, des grands experts du domaine, etc., qui avaient peur, je peux vous le dire. Hein. C'était des insultes du genre espèce de vieillard gâteux et impuissant d'un côté, et de l'autre Little Rocket Man, disait Trump à propos de... Et mon bouton est plus gros que le tien. Voilà, exactement. Bon. Hein, c'est des choses qu'on dit dans les cours de récréation quand on a 7 ans. Bon. Et vous dites que Trump est comme un garçon de 9 ans qui a la main sur le bouton nucléaire et que pour lui c'est un jouet formidable. Oui. Mais bon, cette logique de la dissuasion dont nous parlions tout à l'heure, il n'y comprend strictement rien. Il a dit aussi, mais nous avons ces armes extraordinaires. Hein, comment se fait-il que nous ne les utilisions pas? Bon, bien sûr. Or, il n'a pas compris que l'arme nucléaire aujourd'hui, ça n'a jamais été une arme de conquête, ça n'a jamais été une arme de défense, mais une arme de dissuasion, ce qui n'est pas du tout la même chose que la défense. C'est-à-dire, c'est une arme qui est là uniquement pour que les autres qui ont cette arme ne l'utilisent pas. Oui, alors ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que les États-Unis, depuis l'année dernière, veulent mettre au point ce qu'on appelle des armes nucléaires de faible puissance. Et là, ça pourrait devenir des armes d'attaque. Alors, des faibles puissances ou plutôt des armes dites tactiques de faible portée. C'est-à-dire moins de 500 km de... Oui, mais 2 fois la puissance d'Hiroshima quand même. Oui, alors là, la puissance peut varier. D'accord. Ce que l'Amérique... Ça vous inquiète? Bien évidemment, parce qu'alors là, c'est plus une arme de non-emploi, mais c'est considéré comme une arme d'emploi. Mais il y a les États-Unis, mais les Russes, c'est la même chose. Eux, ils n'ont jamais abandonné leurs armes de faible portée. Les États-Unis l'ont abandonné, ce projet, au moment de la chute de l'Union soviétique. Hein. Mais ils l'ont quand même. Et les Russes et les États-Unis ont aujourd'hui des armes de faible portée. Il y a plein de questions passionnantes. Il y en a une que vous posez dans le livre, c'est qui décide d'appuyer sur le bouton nucléaire? Est-ce que c'est le pouvoir politique ou bien c'est pas Trump tout seul ou c'est pas le président Macron tout seul? Qui décide? Oui, on estime que ceux qui savent... Alors je ne parle pas de la France, on ne sait rien, le secret est total. Le secret est total. Vous avez dit que j'avais fait l'école polytechnique, école militaire. Ça ne me donne aucun privilège d'accès aux informations. Aux États-Unis, le nombre de gens qui, suivant les circonstances, ont l'autorisation d'appuyer sur le bouton, il n'y a pas de bouton, mais de déclencher une guerre nucléaire, est de l'ordre de 300 à 400. À cause de quelque chose qu'on appelle, en anglais, delegation, en français, dévolution, mais qui est que le président... Donc ça multiplie les risques. Oui, bien évidemment. Mais en même temps, si seul le président avait ce pouvoir, l'ennemi, il suffirait à l'ennemi de décapiter le pays en question, en liquidant, etc., pour que le pays soit sans défense. Bon, donc admettons que Donald Trump soit éliminé. Les États-Unis, évidemment, peuvent se défendre. Alors, il y a 3 ou 4 personnes qui auraient la délégation. Chacune, si elles étaient invalidées, elles auraient elles-mêmes leur propre délégation. Au total, ça fait une hydre à 300 têtes, peut-être. Alors, on doit aller un peu vite, mais vous parlez dans le livre de l'équilibre de la terreur, ce qu'on appelle en anglais MAD, hein, c'est la folie. Mais donc, c'est la destruction mutuelle assurée. Mais cet équilibre de la terreur, c'est tellement atroce que justement, ça devrait garantir la non-utilisation des armes nucléaires. Mais là aussi, vous dites que cet équilibre, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça risque de ne pas fonctionner. Attendez, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, puisque d'une certaine manière, il a fonctionné. Mais comme le dit Robert McNamara, qui veut souhaiter la défense de Kennedy et puis ensuite de Johnson, n'est-ce pas? We locked out. Nous avons eu du pot, hein, c'est de l'argot américain. Nous avons eu du bol, bon, etc. Est-ce qu'on peut continuer comme ça pendant longtemps à avoir du bol? Ce qui veut dire que finalement, la dissuasion nucléaire, c'est presque comme la foi. Il faut y croire. Oui, c'est le bon peuple qu'on laisse croire cela. Hein, attention, les spécialistes, ils n'y croient pas. Hein. Attention,
Parce qu'il y a quand même un secret qui est d'ailleurs inimaginable d'un point de vue stratégique, n'est-ce pas? Tout le monde devrait savoir ce qu'il en est. Car si on croit vraiment à la dissuasion, il faut savoir les armes que l'autre possède et s'il est prêt à les utiliser. Pourquoi garder un secret? C'est anti-stratégique, ceci. Ouais. Mais on a peur d'effrayer les populations. Bon, c'est ça qui est le titre de votre livre, c'est « La guerre qui ne peut pas avoir lieu ». Oui. Vous pensez qu'elle aura lieu un jour? Ben, écoutez, je ne suis pas devin, mais... et à la limite, c'est même pas l'objet de vous l'avez dit, l'objet de mon livre, c'est d'évaluer l'arme nucléaire au double regard de l'efficacité ou de la rationalité, si vous voulez, et de la morale. Bon, savoir si elle va avoir lieu ou pas... Ben, enfin, il me paraît impensable qu'elle n'ait pas lieu, mais nous ne savons pas quand, si vous voulez. Bon, je cite un grand auteur allemand, philosophe allemand, Günther Anders, qui pensait que nous étions dans l'ère qui a influencé Jean-Paul Sartre d'ailleurs, il pensait que nous étions dans l'ère du délai. C'est-à-dire qu'il est écrit quelque part que ça aura lieu. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est augmenter ce délai avant que ça ait lieu. Bon, voilà. Il y a une sorte d'épée de Damoclès, si vous voulez, au-dessus de nous. Pour en savoir plus et beaucoup plus, je renvoie ce livre « La guerre qui ne peut pas avoir lieu » chez Desley de Breuer. Merci beaucoup Jean-Pierre Dupuy d'être venu effleurer la question dans le 64 minutes de